Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le moteur Raptor est une merveille de l'ingénierie spatiale. Il fonctionne au méthane, ce qui doit le rendre facilement réutilisable, et il exploite un cycle de combustion étagé dit full flow, qui fait passer l'entièreté de son oxygène liquide et de son méthane par des petites chambres de combustion où ils sont pré-brûlés pour entraîner les turbopompes. C'est un cycle qui est théoriquement très efficace et très difficile à mettre en œuvre en pratique. Personne n'y était parvenu avant SpaceX. L'entreprise a mis bien des années à concevoir et à peaufiner son Raptor. Comme on en discutait mardi, elle va continuer à l'améliorer pendant une bonne partie de la décennie. Des travaux qui ont démarré en 2009 commencent tout juste à produire une solution mature en 2024, avec la version V3 du Raptor. 15 ans de travail pour concevoir ce qui sera peut-être le moteur chimique ultime. Cet effort immense, produit par une entreprise réputée ultra efficace, a de quoi faire peur au reste de l'industrie. Si SpaceX a mis 15 ans à concevoir un moteur étagé full flow, combien de temps cela prendra-t-il à ULA, à Ariane Group ou au petit pousset du New Space? Il y a de quoi en effrayer plus d'un, mais pas StockSpace. On a déjà partagé plusieurs fois sur la chaîne notre admiration pour cette entreprise de Seattle qui semble réaliser avec des moyens relativement modestes de véritables merveilles d'ingénierie. Leur dernier exploit en date, un moteur au méthane à combustion étagée full flow qui a été conçu en 18 mois. Et je ne vous parle pas juste de logiciel de CAO. Le premier exemplaire de leur Mini Raptor a connu ses premières mises à feu et pourrait se retrouver très vite sur un lanceur. Juste avant de plonger dans le dossier du jour, un petit mot sur notre sponsor, le magazine Ciel et Espace. On est en août, le ciel est clair et c'est la période parfaite pour mener des observations astronomiques en amateur. Ça tombe bien, ce week-end c'est la nuit des étoiles. L'Association française d'astronomie organise des centaines de rendez-vous en France et en Belgique pour permettre à tout un chacun de découvrir les merveilles de l'univers. Le reste de l'année, l'Association française d'astronomie édite le magazine Ciel et Espace, la référence francophone de l'actualité spatiale. Le numéro 2 de septembre que j'ai sous la main vous propose une carte des meilleurs coins d'observation en France, des sujets et interviews sur l'exploration martienne, les nouveaux astronautes de l'ESA ou l'imagerie des planètes du système solaire. Vous pourrez également y retrouver des tests et un agenda des événements spatiaux à venir, plus de 130 pages d'espace à dévorer sur la plage. Ciel et Espace est un magazine bimensuel et comme d'habitude, on vous propose des codes promo pour vous abonner à moindre frais. Avec le code HUGO20, vous pouvez accéder à 20% de réduction sur la formule papier et avec le code HUGO30, vous aurez 30% de réduction sur la formule premium. Et je vous invite à suivre les liens en description si l'offre vous intéresse. Nous, on retourne à ce dossier de l'espace. On a déjà consacré une vidéo à l'entreprise StockSpace et à leur projet de lanceur entièrement réutilisable Nova. On ne va pas tout répéter ici, je vous invite donc à visionner la première vidéo qui apparaît sur la fiche en haut à droite de l'écran. Dans les grandes lignes, StockSpace offre une architecture très différente du Starship, basée sur un second étage équipé d'un bouclier thermique à double fonction. Il peut fonctionner comme une rampe aérospike lorsque son anneau de moteur est allumé, ou comme un bouclier thermique refroidi activement en phase de rentrée atmosphérique. Il y a tout plein de trucs ingénieux dans leur design, comme la manière dont l'anneau de moteur contrôle l'attitude du second étage en faisant varier la poussée individuelle de chaque moteur. Bref, notre première vidéo s'intéressait beaucoup au second étage de la fusée Nova. Aujourd'hui, on va se pencher sur le premier. Celui-ci apparaît en premier lieu beaucoup plus familier. On retrouve la présence de multiples moteurs et des pieds déployables. De quoi permettre des atterrissages verticaux à la manière d'une Falcon 9 ou d'une New Glenn. Car ne l'oublions pas, les fondateurs de l'entreprise sont passés par Blue Origin et portent donc plutôt cet ADN. Il y a ainsi 7 moteurs au méthane au premier étage, comme sur la fusée orbitale de Blue Origin. Lorsqu'on se penche sur les détails, il y a tout de même 2-3 choses qui frappent. La première, c'est l'absence de grid fins ou d'ailettes pour contrôler la trajectoire du booster. À leur place, on trouve 4 espèces de petites boîtes noires placées au niveau de la jupe interétage. Il semblerait ainsi que StockSpace envisage une stratégie inédite pour contrôler l'attitude de son étage. Je n'ai trouvé aucune discussion ou mention de ce détail en ligne, que ce soit de la part de l'entreprise ou de ses observateurs. Si vous avez vu passer des informations sur la méthode de contrôle du booster, ça m'intéresse. Personnellement, j'y vois un système reposant sur des micro-propulseurs. Ça fonctionne très bien dans le vide et cela permet d'avoir un étage très réactif. C'est cependant un peu plus poussif dans les basses couches de l'atmosphère, et ça demande d'embarquer des ergols dédiés. Pas certain non plus que ce soit aussi fiable qu'un système purement mécanique.
Une solution similaire avait été imaginée pour la fusée Ares-1 du programme de retour sur la Lune, Constellation. Il devait notamment contrôler le roulis du lanceur. Comme le programme n'a jamais débouché, on ne sait pas si ça marche. Bien entendu, cette méthode de contrôle sera probablement couplée à des moteurs principaux orientables pour offrir un contrôle complet de l'étage. Il est également possible que l'entreprise fasse évoluer sa philosophie et qu'on finisse par se retrouver avec des grid fins ou des ailerons façon Blue Origin. L'autre élément qui me frappe sur ce premier étage, c'est à quel point il est trapu. Entendez par là que le rapport entre son diamètre et sa longueur paraît faible. Les fusées sont généralement élancées. Lors de notre interview avec RFA, le CTO de l'entreprise avait souligné que pour gagner en performance, il est plus efficace d'étirer un lanceur que de le faire grossir en diamètre. On voit d'ailleurs bien cette logique chez SpaceX qui cherche à étirer le Starship au maximum. Cependant, chez un certain nombre d'acteurs, l'option inverse semble être privilégiée. On pense par exemple au lanceur Neutron de Rocket Lab qui constitue un point de comparaison intéressant avec Nova. Nous y reviendrons plus tard. Chez Stockspace, ce choix est probablement dicté par l'étage supérieur. Pour freiner suffisamment, il doit offrir un bouclier thermique d'une certaine surface. Pour coller à cette surface, le premier étage doit lui-même adopter un certain diamètre. Les performances requises du booster dictent alors la quantité d'ergol qu'il doit embarquer et donc son volume final. Si on a un gros diamètre rendu obligatoire par le second étage, on finit donc avec une fusée plutôt courte. Voilà qui nous ramène à notre comparaison avec le lanceur Neutron de Rocket Lab. Au-delà de leurs proportions, les deux fusées partagent beaucoup de choses. Ce sont des lanceurs de capacité moyenne qui visent à être fortement ou totalement réutilisables. Tous deux exploitent également des moteurs au méthane de puissance comparable. Le moteur Archimède de Rocket Lab doit produire 73 tonnes de poussée contre 50 tonnes pour le moteur du premier étage de Nova. La solution de Rocket Lab est en théorie plus simple. Il s'agit d'un moteur à combustion étagée enrichi en oxygène comme le BE4 de Blue Origin. Plus simple ne veut pas dire simple tout court. Une telle architecture reste extrêmement complexe, mais on commence à voir une bonne partie du New Space y attaquer. En Europe, RFA développe par exemple une architecture similaire. Avec son cycle de combustion étagé full flow, Stockspace se place cependant un cran au-dessus. C'est une architecture encore plus complexe qu'on vous a détaillée dans une vidéo dédiée il y a 2 ou 3 ans. Je vous mets en lien l'affiche qui apparaît en haut de la vidéo. Les moteurs FFSC, pour prendre un sigle court, offrent ce qui se fait de mieux en termes de cycle de combustion avec des ergols liquides. En contrepartie, ils sont terriblement complexes et ont longtemps été jugés impossibles, techniquement ou économiquement. SpaceX a changé la donne avec le Raptor, c'est le premier moteur FFSC opérationnel. Seulement, SpaceX a mis beaucoup de temps et reste une entreprise qui peut investir des milliards sur un développement. Stockspace offre un profil très différent. L'entreprise a levé 176 millions de dollars depuis sa création en 2019. Ça peut vous paraître beaucoup, mais quand on fabrique des fusées, ce n'est pas tant que ça, surtout pour des fusées réutilisables. Par exemple, Relativity Space, qui a une ambition moindre, avec seulement un premier étage réutilisable, a levé plus d'1 milliard de dollars. Stockspace, avec ses petits moyens, a donc réussi à produire l'équivalent d'un Raptor en moins de 2 ans. Ce qui est assez épatant. Surtout que ce n'est pas le seul développement qu'ils ont mené depuis leur création. Ils ont déjà réalisé des tests de saut de leur étage supérieur et ont assemblé une partie des réservoirs du premier étage. Il y a un mois, l'entreprise a publié cette vidéo où on voit leur moteur faire une mise à feu de forte puissance pendant une quinzaine de secondes. Il démontre une certaine maturité technologique et peut-être la possibilité de voler assez rapidement. Dans sa communication, Stockspace annonce vouloir réaliser son premier vol orbital l'année prochaine. C'est ambitieux, mais peut-être pas complètement hors sol. Le moteur du premier étage a été testé, un étage entier semble être dans un état d'assemblage avancé, et un prototype de second étage a déjà réalisé des essais de vol. De nombreux acteurs du New Space ont un niveau de maturité similaire, mais Stockspace est le seul à travailler sur une architecture entièrement réutilisable. On pourrait se dire qu'il s'agit de communication et de poudre aux yeux, mais en plus de ces essais visibles, il y a à mon sens un signal qui ne trompe pas. Pendant des années, l'armée américaine n'a accordé aucun contrat à Blue Origin malgré les nombreuses tentatives de l'entreprise spatiale de Jeff Bezos. En juillet, cependant, Blue Origin a reçu pour la première fois l'autorisation de proposer la New Glenn pour des vols militaires. Cette autorisation a été accordée car la fusée géante de l'entreprise semble enfin prête. Elle va réaliser son premier vol à la rentrée. Ce qui est un peu passé sous les radars, c'est que le même jour, Stockspace a reçu la même autorisation.
l'entreprise va pouvoir concourir pour lancer des charges de petite taille pour le compte des armées. C'est probablement là aussi le signe que leur solution apparaît relativement mature aux yeux de l'armée. On pourrait ainsi se retrouver avec une autre solution de vol entièrement réutilisable assez rapidement après le Starship. Bien entendu, les deux architectures ne sont pas vraiment comparables, Nova ne doit pouvoir placer que 5 tonnes en orbite. Mais si Stockspace réussit ses débuts, l'entreprise pourrait rapidement lever beaucoup plus de fonds. Et s'il continue à faire preuve d'une efficacité aussi redoutable que jusqu'à présent, SpaceX pourrait se trouver face à un concurrent très sérieux. C'est pour ça qu'on va continuer à suivre les aventures de Nova. Pour Maxime, autant que pour moi, c'est une des fusées et un des acteurs qui nous apparaît les plus prometteurs pour les 5 prochaines années. On ne serait donc pas étonné de les retrouver dans les années 2030, tout en haut de la pyramide. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de belles réductions pour les abonnements au magazine Ciel et Espace via les liens et les codes qui sont en description. Je vous invite également à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, à partir d'aujourd'hui, on va prendre un peu de vacances, mais comme d'habitude, on vous a préparé un programme spécial. Les émissions habituelles reprendront dans un mois, dans la semaine du 9 septembre. Donc d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien et passez de bonnes vacances si vous en avez.